Yarda sur Sud Radio, il est 20h02, on vit pas dans la même France. Cette émission qui casse les codes, cette émission extraordinaire qu'on ne retrouve uniquement sur Sud Radio. Cette émission qu'on a voulu faire pour mélanger deux mondes qui ne se parlent jamais, qui n'ont aucun lien, aucun rapport et qui se ressemblent tellement finalement dans le fond. Les personnalités publiques, les personnes influentes, les influenceurs qui eux arrivent, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Ce qui n'est pas vraiment le cas des politiques en général. Donc on s'est dit, pourquoi si eux ils arrivent autant à bien parler avec les gens, à vous fidéliser, pourquoi on passerait pas par eux pour essayer de vous faire comprendre un petit peu mieux la politique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en rupture politique, qui n'ont plus envie d'écouter, qui comprennent rien à ce qu'on dit dans certaines chaînes d'infos, etc. Donc on a voulu faire une émission un peu plus cool, avec des mots beaucoup plus simples, voilà, avec les politiques, nos chers politiques qu'on aime tant, des députés, des sénateurs, des ministres, des députés, anciennement ministres. Comme ce soir, on a la chance de recevoir ma ministre préférée, chouchoute. Et je suis accompagnée ce soir de Mathias, comme tous les soirs d'ailleurs. Bonjour Mathias. Bonsoir Magali. Comment ça va? Et toi? Tu vas bien? Ça va. Mais pourquoi à chaque invité tu dis c'est ton préféré ou ta préférée? Parce que j'adore tous mes invités. Ouais, moi. en fait c'est ça. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a eu de la chance avec les invités. Je suis invités. très sensible, moi. T'es très, ça se voit. Ouais, je sais. Tu es un peu une drama queen. Non, je suis pas une drama queen. T'es pas une drama queen? Non. Est-ce que les gens, il faut qu'ils aillent sur ton live Instagram ou sur le live YouTube parce que on est en live. Tu as un pull ce soir, tout de paillettes. C'est des tigres, c'est des lions. Celui-là, je ne le vendrai pas sur Whatnot, je me le garde. Ah ouais, celui-là il est très beau. Ah oui, t'as raison, c'est des lions. C'est une espèce de lion. Hein. Est-ce que t'as passé une bonne soirée hier soir? Hein? T'as passé une bonne soirée hier soir? Ah là là, hier soir, qu'est-ce que t'as fait? J'étais au concert d'Omer Adam. Très grand chanteur. Voilà. Et je suis désolée pour nos auditeurs. Alors, non, mais c'est quand même pour lui qu'il y a eu une rediff de mes émissions hier soir. Parce que c'était une date exceptionnelle. Je ne raterai pas le concert d'Omer Adam en France. Ouais, je suis désolée, je ne peux pas. Donc, Omer Adam, c'est celui qui chante Tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv. Un grand chanteur israélien. C'est le plus gros chanteur israélien au monde. Bibi Tel Aviv. Voilà. Et t'as chanté, t'as dansé et tout? Alors j'ai chanté, j'ai dansé, je me suis amusée, bref. Ça t'a fait du bien. C'était extraordinaire. Trop bien. Il est incroyable, je l'aime d'amour, voilà, Omer, je t'aime. Même si tu nous écoutes certainement pas, mais voilà. Et toi Mathias? Moi écoute, du coup en rediff je nous ai écouté, je me suis dit mais elle est quand même pas mal notre émission. Le mec se kiffe. Non, je t'ai écouté toi, dès que c'était moi je coupais le son, mais ça. Quand c'était toi. Mytho. Bon alors Mathias, pour vous dire un peu qui est Mathias, pour ceux qui nous rejoignent et qui savent pas qui est Mathias, même si tout le monde connaît Mathias Renner, c'est le monsieur des réseaux sociaux, c'est celui qui va vous lire, qui va répéter un petit peu tout ce que vous dites là sur les réseaux. On est en direct live sur Instagram, on est aussi en direct live sur YouTube, voilà, c'est là que ça se passe, c'est sur YouTube. C'est là où il y a le plus de vues, le plus de visibilité. Sur cette chère et tendre chaîne YouTube qui compte 1,2 million. Voilà, 1,2 million. 1,2 million abonnés. La plus grosse radio France. Sur YouTube. Sur YouTube. Non mais il faut le dire, parce que Sud Radio, c'est quand même celle qui a le plus d'abonnés en France sur YouTube. On est devant toutes les autres. C'est incroyable. Je suis trop fière. Tu penses que c'est grâce à nous ou pas? Pas du tout. Ok. Ils avaient 1,2 million avant qu'on arrive, Mathias. Mais c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Du coup, c'est vraiment une radio très très présente sur le web. Alors ce soir, on reçoit. Alors ce soir, on va parler de quelque chose de très important, un sujet hyper sensible. L'affaire Camélia, cette jeune fille qui s'est suicidée, qui a vécu du harcèlement scolaire. Je pense que toute la France a été émue par cette histoire là il y a quelques jours. Et ça reflète encore des problèmes de harcèlement et ça s'arrête jamais. On a l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est toujours un suicide pour que les gens se révoltent. C'est toujours des politiques qui disent qu'ils font mais qui ne font pas. C'est toujours... bref, voilà. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que tous ceux qui me connaissent savent pourquoi. Comment rendre les établissements scolaires plus sûrs? Là, on parle de nos élèves, on parle de nos enfants. On ne parle pas du cyberharcèlement, on parle vraiment de nos enfants et de ce qui se passe à l'école. Pour parler de ce sujet, qui de mieux qu'Anne Gente, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, députée EPR des Français de l'étranger. Qui de mieux que vous, Anne Gente, pour nous parler de ça ce soir? Merci d'être avec nous. Bonsoir Magali, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, c'est nous qui nous avons cet honneur. Et vous allez pouvoir faire un débat, ou plutôt une discussion, je pense, constructive, avec Jade Serrano.
Alors Jade Serrano qui est autrice, alors tu me dis Jade si je dis tout correctement, Jade qui est autrice, qui est chroniqueuse aussi, qui était chroniqueuse sur Sud Radio. On est toujours en podcast, toujours dispo et on marche à fond, l'affaire dans l'affaire. Journaliste d'investigation, réalisatrice. Voilà. Tu as travaillé chez Marianne ? Oui, Canard enchaîné en ce moment. Voilà, donc je ne suis pas influenceuse. Non mais tu es une personnalité influente. Oui, peut-être. On le dit. T'as écrit combien de livres ? Un. Bah, c'est pas mal déjà. Non, bientôt deux. T'es sur le 2e là ? Ouais. Alors, on va vous présenter toutes les deux. Alors, Jade, tu es autrice de livres qui se... Alors, non, je comprends pas ce que tu m'as écrit, Winnie, je suis désolée, je suis en plein direct. Mais alors là, c'est trop pour moi, les gars. J'ai fait des phrases plus compliquées que d'habitude. Vous êtes une autrice de live à l'écriture qui se distingue par ça. De livres. Il manque un R. Non, mais je vais me présenter vite fait. On m'a accusé de faire du chat GPT, preuve en est que c'est moi qui l'ai écrit. Ah, c'est drôle. Ou alors t'as mal recopié le chat GPT. Non, copier-coller quand même, je sais faire. Je pense pas qu'on me trouve sur chat GPT quand même. Je sais pas. Tu peux reprendre Magali Je ne sais Serrano. pas, puisque Winnie ne fait pas de ChatGPT. Winnie, tout est dans son cerveau. Voilà. On arrête un peu de ChatGPT. Alors, je supporte pas en ce moment cette photo que toutes les influenceuses mettent. C'est des trends, c'est normal. Ah, la rose, là. Oui, mais c'est trafiqué. Ouais, mais c'est des trends, c'est la mode. Mais en fait, plus personne s'embête maintenant à faire des photos. Plus personne s'embête à rien faire, en fait. Mais ça arrive parfois. Je suis d'accord, c'est ridicule aussi. Mais non, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de recherche maintenant. Tu fais un truc, tu tapes sur un... Enfin, je sais pas... On sera tous pareils. Ouais, c'est ça. On sera tous pareils. Ils ont tous la même photo. Si on veut être un peu créatif et se distinguer, il vaut mieux pas utiliser ça. Mais ça m'a fait penser au pack starter. Vous vous rappelez de la trend de l'année dernière, là? C'est insupportable. Non, c'est là, c'est trop compliqué pour Magali. Mais si, tu l'as faite. Moi, j'ai fait? Oui, le pack starter pack. Ah non, ce qui te représente le mieux. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi. Ouais, c'est vrai. Vous l'avez fait pour moi. Voilà. Moi, je suis incapable de faire ça. Je ne sais pas. Tu sais que je n'ai pas de ChatGPT dans mon téléphone. Moi. Je pense que je suis la seule meuf. Non, mais par contre, il faut quand même que j'avoue quelque chose à nos auditeurs. C'est que j'ai monté cette société. Non, mais il faut quand même savoir. Parce que je suis un peu TDAH. Un peu beaucoup même. J'ai des stylos, des cahiers, machin. Et en fait, j'ai monté cette société magnifique, Sean Evans, qui est montée donc beaucoup, très très haut. Hein, bon. Et sans ordinateur. Sans ordinateur. C'est-à-dire que je n'ai pas d'ordinateur, je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je fais tout sur un cahier à l'ancienne avec des stylos de toutes les couleurs pour m'y retrouver. Voilà, et donc je n'ai pas de ChatGPT, je veux pas de ça m'intéresse pas, ça me fait peur. Voilà, j'ai pas de tableau Excel, moi je fais des tableaux avec une règle et un stylo. Je confirme. Voilà, on a travaillé ensemble et on était les deux vieilles avec des cahiers, des stylos, des stabilos et des règles. Voilà, on n'était pas du tout sur l'ordi. Tu perds ton ordinateur, tu perds toutes tes données. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Alors bref, passons. C'est pas très intéressant ma vie, on n'est pas là pour ça. Alors, ce soir, Jade, tu vas pouvoir débattre. T'as fait pas mal de recherches aussi, toi, sur le harcèlement, sur tous ces sujets-là. Oui, des enquêtes. Je pense que tu es assez passionnée à travers des articles. Tu avais même fait plusieurs articles sur mon affaire de cyberharcèlement à l'époque avec Booba. Quand tout le monde parlait de clash, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Quand tout le monde parlait de clash, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que les gens ont tendance à relativiser un petit peu ce qu'ils voient, etc. Et moi, ce qui me faisait profondément mal, c'est de souffrir et de voir que les gens disaient c'est quoi ce clash entre deux personnalités publiques, alors qu'en fait je n'étais pas du tout en clash, j'étais en train de souffrir mortellement. Donc voilà. Anne Genté, vous êtes députée Ensemble pour la République, représentant les Français établis hors de France. Vous êtes l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes engagée de longue date sur les questions d'éducation, de citoyenneté et de transmission des valeurs républicaines. Votre parcours vous place au croisement des enjeux éducatifs, diplomatiques et sociaux, avec une attention particulière portée aux Français de l'étranger et à l'école comme pilier de la République. Vous pensez vraiment, vous, que l'école, c'est aujourd'hui le pilier de la République? L'école, enfin, nos jeunes qu'on a là, on les fait grandir. Et demain, qui seront-ils? Les citoyens qui feront ce que vous faites aujourd'hui et qui défendront notre République demain? C'est rien que ça. Ouais. Bah, c'est beaucoup. Et c'est tout. C'est vrai. Alors, avant de parler du sujet de ce soir, je me dois de vous poser une question sur ce qui se passe un petit peu à l'international avec Donald Trump. Vous représentez les Français de l'étranger. Comment ils vivent cette situation instable? Surtout que moi, j'ai des Français qui sont dans des pays qui ne sont pas simples. Hein. Ils sont en Russie, ils sont en Ukraine, ils sont en Moldavie, ils sont en Biélorussie, ils sont en Iran, ils sont en Chine. Ça, c'est toute ma circonscription. Wow. Des pays un peu plus calmes comme l'Australie et d'autres. Ils vivent ça avec la distance qui est la leur par rapport à ce qui se passe en Europe, mais avec beaucoup d'inquiétude évidemment, et beaucoup de fierté dès que l'Europe commence à mordre. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on morde. Ah oui. Et qu'on soit peut-être les harceleurs de M. Trump.
Vaut mieux être député de Loir-et-Cher. Hein. Quant à la Russie, l'Ukraine, Moldavie, mais ça doit être. Enfin, vous allez avoir un boulot monstre avec tout ça. C'est un travail de façon tellement passionnant. Moi, je suis passionnée et je suis au service de mon pays. J'ai juste envie que mon pays continue à rayonner comme il a toujours rayonné depuis des années et des années. On a des atouts fantastiques, on a des énergies fantastiques, on a des talents, on a tellement de choses positives. J'ai juste envie que ça continue, mais il faut donner à chacun les moyens de se déployer et de le faire. Et puis permettre à notre jeunesse de s'épanouir. Ça, c'est pas gagné, mais j'ai tellement envie d'y travailler. Alors, on doit avoir est-ce qu'on doit avoir peur, de l'escalade entre Emmanuel Macron et Donald Trump, justement, parce qu'on dirait qu'ils se cherchent un peu, on ne sait pas trop s'ils s'aiment bien, finalement, s'ils se moquent, si c'est la guerre entre eux, si c'est en train de monter. Est-ce que on sait que Donald Trump, il est assez imprévisible, on sait qu'il rigole pas, on sait qu'il est capable d'agir. Mais son sens de l'humour est assez limité, en effet. Voilà. Mais du coup, est-ce que comment, selon vous, Emmanuel Macron devrait se comporter en réponse à Donald Trump et à ses attaques un peu moqueuses, on dit. Alors, de temps en temps, je vous laisse me répondre juste après cette petite pause. On va avoir votre petite analyse sur le sujet. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15. Nous sommes en direct sur l'émission On vit pas dans la même France. Ce soir, on parle d'un sujet très important et vraiment, je vous demande toute votre attention. Comment rendre les établissements scolaires plus sûrs après l'affaire Camélia, cette petite jeune fille, on va en parler après, qui s'est suicidée il y a quelques jours. Il y en a trop. On reçoit ce soir pour parler de ce sujet Anne Genté, qui est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et qui est aujourd'hui députée des Français hors de France. C'est ça, on dit ça, et qui va faire cette discussion, ce débat avec Jade Serrano, qui est autrice, chroniqueuse, animatrice. Donc, je vous pose la question. Elle ne veut pas dire journaliste, Mag. Journaliste, pardon. Journaliste, ça va. La chipote. C'est vrai que t'es journaliste, toi. Bah oui. Ouais, pas moi. Bah, ça va. Tu sais que tu peux pas inviter Anne à des soirées. Pourquoi ? Parce que Anne, je ne t'ai pas vue aux soirées. Oh là là. Et celle-là, on ne l'avait jamais faite, des donc. Voilà. Elle est Anne incroyable. Genté, ouais. J'ai pas compris. Alors, Madame la ministre s'appelle Anne Genté. Ah oui, d'accord. Donc il a fait un jeu de mots. J'ai compris avec le nom de famille, d'accord. C'est bien parce que Mathias, à chaque fois qu'il y a une blague, tu fais un décryptage derrière. Ouais. Joli petit sujet de harcèlement après pour les enfants du même nom. Non. Alors je m'excuse, mais elle était quand même incroyable. Non, c'est pas vrai. Elle était nulle. Alors on parlait de Donald Trump et de ce côté un petit peu hargneux. Est-ce qu'il faut avoir peur aujourd'hui de l'escalade entre lui et Emmanuel Macron ? Est-ce que comment doit réagir Emmanuel Macron face aux attaques répétées de Donald Trump ? Est-ce que vous trouvez qu'il se comporte bien aujourd'hui ? Donald Trump n'est pas hargneux, il est outrancier. Outrancier à un point inimaginable. J'ai pas de leçon à donner au président de la République, c'est simplement moi qui vais lui dire ce qu'il doit faire. En tout cas aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que lui et puis l'ensemble des partenaires européens, les 27 là, sont en train de se réveiller, là, de se redresser comme des cobras et de mordre l'outrance Trump, et c'est une excellente chose, et de montrer qu'on va pas se laisser faire. Il y a que le rapport de force que Monsieur Trump comprend. Eh bien, on entend dans le rapport de force. Enfin, c'est une bonne chose, avec aussi cette méthode qui est de le piquer au vif sur son orgueil. C'est parfait. Ça, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Alors, j'invite à suivre le compte du Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle French Response, c'est en anglais, et qui tacle systématiquement toutes les outrances de Trump. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut. On ne connaît pas ce compte Instagram, c'est le gouvernement compte X. C'est pas Insta. Ouais, non, mais quand est-ce qu'ils vont aller sur Instagram ? Ah non, mais là, allez, ça vient, c'est déjà X, c'est déjà pas mal, il y a un peu d'humour, on avance. Mais nos jeunes, tout ça, ils sont pas sur Twitter. Je suis bien d'accord. Encore hier, je parlais avec un ministre en disant, en fait, vous êtes sur TikTok. Ah bah non, vous trouvez pas bizarre d'être sur TikTok alors qu'on dit qu'il faut pas trop d'écran pour les jeunes ? Bah je dis oui, mais enfin les jeunes, ils ont aussi besoin d'infos, ils s'informent comme ça. Donc je vois pas pourquoi on n'y serait pas. Bien sûr. On choisit ses formats, on le fait bien, mais sinon on va laisser ces réseaux-là basculer dans ce qui est outrancier justement. Ouais. Donc il faut, je pense, c'est un outil qui peut être utile. C'est comme un stylo, on peut écrire des injures, on peut écrire des poèmes. Wow. C'est vrai. C'est beau ça. C'est joli, ouais, c'est très beau. Bah, dis-moi, ministre de l'Éducation nationale, excuse-nous. Elle n'est pas chroniqueur ou animateur Sud Radio, c'est vrai. Ça c'est sûr. Alors, on passe à l'affaire Camélia, donc qui a profondément bouleversé l'opinion publique. Cette adolescente, alors, ça me fait triste de dire l'affaire Camélia parce qu'en vrai. C'est une jeune fille. C'est cette adolescente qui s'est donné la mort peu après être sortie de son lycée. Un drame qui soulève de lourdes interrogations sur la souffrance psychologique des jeunes et le rôle de l'environnement scolaire. Selon les premiers éléments, Camélia traversait une période de grande détresse. Des témoignages évoquant un mal-être persistant, possiblement lié à des
pression scolaire, des conflits relationnels ou des situations de harcèlement sans que toutes les circonstances n'aient encore été clairement établies, bien évidemment. Une enquête est en cours afin de déterminer les responsabilités éventuelles et de comprendre ce qui a pu conduire à un tel geste. De leur côté, les autorités éducatives assurent coopérer pleinement et rappellent l'existence des dispositifs de prévention et d'écoute au sein des établissements. Ce drame relance le débat sur la détection des signaux faibles, la formation des personnels et l'accompagnement psychologique des élèves. Je rajoute également que la petite Camélia a écrit à sa maman quelques minutes avant de finir, mettre fin à sa vie, mettre fin à ses jours, en disant qu'elle aimait sa maman et que c'était la meilleure maman du monde. Ouais, c'est trop dur, franchement. Et elle était allée voir le directeur, je crois, de l'établissement, le proviseur, ouais, qui ne l'a pas écoutée et qui lui a dit qu'elle se victimisait. De toute manière, dès qu'il y a un problème. Enfin, je pense que c'est vraiment la réponse systématique de tous les gens. C'est-à-dire que quand on a un problème et qu'on dit aux gens j'ai un problème et que les gens ne veulent pas l'entendre parce qu'il y a plein de raisons, arrête de te victimiser. C'est la réponse que tout le monde fait pour en fait, n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment une réponse qui est automatique et ça, moi, je le sais aussi. Alors qu'en fait, les gens ne s'imaginent pas une seule seconde et c'est violent et ça renvoie à cette jeune fille, du coup, c'est des murs, c'est des kilomètres de douleur qu'elle se prend en pleine figure alors qu'elle est déjà par terre. Et bon, bref. Donc Elle avait 17 ans surtout, c'était, enfin, même n'importe quel âge. Ouais. Et en plus, dans les messages où on l'envoie à sa mère. J'ai vu le descriptif des messages, et à 16h43, elle lui dit je t'aime, etc. À 17h, elle fait ses affaires, elle sort de l'école, et à 17h30, elle s'est allongée sur les rails, elle s'est fait... Et apparemment, moi, de ce qui a été révélé dans la presse, c'est qu'elle s'allonge sur les rails, elle sort de l'école, juste après avoir prévenu la proviseure qui lui dit tu te victimises. Oui, elle est sortie juste après ça. Ouais, c'est ça. Le suicide a eu lieu après le rendez-vous, en fait. Anne Gente, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Est-ce que... beaucoup de gens lancent la pierre aujourd'hui sur le directeur de l'établissement ou la directrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème dans notre système d'éducation nationale ? D'abord, je voudrais juste dire que ce drame, moi, il me bouleverse et me met en colère. C'est vraiment les deux sentiments qui m'animent aujourd'hui. C'est bouleversant parce que c'est profondément injuste qu'un jeune déjà décède. C'est pas dans cet ordre-là que la vie est prévue. Et dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, c'est un drame effroyable. Moi, je veux vraiment penser à sa maman, notamment. Moi, je suis maman moi-même. Je trouve ça effroyable. C'est même difficile d'en parler. Un mot aussi, avant d'expliquer ma colère, c'est dire aux jeunes, parce que je pense qu'aujourd'hui, à un moment où on parle en ce moment, il y a d'autres jeunes qui sont peut-être dans ce cas-là. C'est-à-dire ils ressentent, eux, un phénomène de harcèlement. Moi, adulte, j'ai pas à le mettre en cause, j'ai pas à le critiquer. Et je veux leur dire à ces jeunes, si tu te trouves face à un adulte dont tu sens qu'il t'entend pas et qu'il te comprend pas, la première chose que tu fais, tu prends ton téléphone, t'appelles le 3018. Parce que là, t'as des gens dont tu sais qu'ils vont t'écouter. Je peux te le garantir, ils t'écouteront. Donc, tout jeune qui se sent harcelé, je n'ai pas à juger, c'est vrai, c'est faux, c'est pas le sujet. Tu te sens harcelé, tu considères que tu es victime de harcèlement. Appelle le 3018. Après, tu vas démêler autour de toi, tes parents, le proviseur, le principal, le prof, le machin, on verra. Appelle le 30, parce que là, tu auras des gens qui vont t'écouter. Et la colère, c'est justement que quand un jeune vient face à nous, et moi je disais aussi que je suis médecin au départ, quand un patient vient face à moi qui me dit je suis malade, je ne vais pas commencer par lui dire c'est pas vrai. Ça marchera jamais. J'arriverai jamais à l'aider si je commence par lui dire c'est pas vrai. Donc comme adulte, on doit accueillir la parole. Et ensuite, pour le coup, au sein de l'éducation nationale, il y a tout un protocole, on pourra y revenir, qui est prévu pour aider, et ça commence par la formation justement des adultes pour qu'ils apprennent à accueillir la parole. Je n'ai pas à la juger, je l'accueille, j'accompagne. À côté, je prends ceux qui sont désignés comme harceleurs. Il y a tout un protocole qui s'appelle la préoccupation partagée, pour aider à comprendre, et ça démêle 80% des cas. Il en reste 20% très compliqués. C'est à quel point il faut vraiment écouter, accueillir, accompagner et dire pour les jeunes surtout, appelez 3018 si ça passe. C'est vraiment, ma colère, elle est là parce que en tant qu'adulte, qui que nous soyons, accueillons cette parole des jeunes. Et on ne la juge pas et on ne la critique pas, quelle que soit la personnalité du jeune. Ils sont variés. En plus, on sait qu'aujourd'hui, la souffrance psychologique des jeunes est extrêmement importante, extrêmement répandue. S'il vous plaît, vous êtes adulte, vous avez un jeune qui vient à vous, vous ne le repoussez pas, vous accueillez sa parole et puis après on verra. Moi, j'ai une autre forme de colère. Quand je vous entends dire, il faut former
les personnels de l'éducation nationale à recevoir la parole. J'ai l'impression que c'est quand même pas une formation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'humain. C'est aussi simple. Et quand justement le gouvernement a déployé à partir de 2023 le programme phare où il propose de former des enseignants et tous les personnels éducatifs dans la prise en charge des situations de harcèlement pendant 4 ans. Enfin, pardonnez-moi, mais s'il faut 4 ans pour apprendre à des adultes qui travaillent pour l'éducation nationale à accueillir la parole des enfants, je crois que déjà il y a un problème de vocation et je pense qu'il y a aussi un problème à la base de prise en charge de ces situations. C'est quand même 40 millions d'euros par an, le budget dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire. Je me demande où passe cet argent, en fait. Alors, en fait, pour répondre complètement à votre question, d'abord, comme médecin, on sait tous, on va chez le médecin, et on tombe sur des médecins qui savent nous écouter et d'autres pas. Donc c'est pas inné de savoir accueillir la parole de quelqu'un. Hélas, c'est comme ça. Il y a des gens qui savent le faire et d'autres qui savent pas le faire. Mais quand on sait pas le faire, on peut être formé à ça. Alors les 4 ans, c'est pas pour une personne. Je vous rassure tout de suite. On passe pas 4 ans à vous former pour accueillir la parole. Non mais j'ai été prof, donc je sais très bien. L'idée, c'est pour le moment, on a, comme il y a quand même l'éducation nationale, c'est 1 200 000 personnes. Donc ça, plus on a des contractuels. Donc on a besoin de temps pour pouvoir former tout le monde. L'objectif, c'est de former 100% des personnels. On en est à la moitié actuellement et ça prend pas 4 ans. Les 4 ans, c'est sur 4 ans, on voudrait réussir à former 100% des gens. C'est ça l'idée. Mais après, ça suffira pas. Parce que c'est pas parce qu'une fois on les a formés, il faut continuer à faire des groupes de parole, des réunions, continuer. Il faut qu'ils puissent aussi, eux, vider leur sac par moment quand ils ont vécu des phénomènes qu'ils ont dû traiter, parce que c'est prenant aussi, quand on est prof. Si vous avez été prof, quand vous avez des cas qui vous sont remontés, psychologiquement, faut être solide pour accueillir ça et pouvoir accompagner. Il y a des cas qui sont très très lourds. Moi j'étais prof en détention, donc c'est vrai qu'après quand c'est pas pareil. Je trouve qu'il faut accompagner aussi ceux qui reçoivent, et du coup tout ça prend du temps. Il faut y revenir après. Il faut leur donner la possibilité d'y revenir. Si un enseignant, un éducateur, peu importe, vous dit là j'ai besoin à nouveau de revoir quelqu'un pour comprendre comment je vais prendre telle ou telle situation, il faut qu'ils puissent le faire. Donc c'est tout ça qu'on met en place. La protection fonctionnelle en fait, tout ça. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est quand il y a un cas de harcèlement sur un enseignant ou un cas d'incivilité ou de difficulté, il faut qu'il soit protégé. Et là, la protection fonctionnelle lui permet que toute la procédure judiciaire soit prise en charge, que ce soit pas en plus une charge administrative pour lui. Donc au moins ça le décharge. Ça suffit pas, il faut un cran de plus que je défends. Il faut que l'institution puisse l'accompagner dans sa défense. Ça c'est le verrou législatif qui manque, que moi j'attends depuis 1 an. Je regrette que ça ne soit toujours pas en débat en hémicycle, alors que les députés l'ont à portée de main pour pouvoir le faire. Le texte est écrit et tous les enseignants, tous les fonctionnaires, parce que c'est pas que les enseignants, dans une mairie, dans un département, dans un hôpital, tous ils l'attendent. Bon, ça sera un verrou important pour eux, pour les protéger. C'est un très bon dispositif à mon avis. C'est très très important. Mais après, tout ce dispositif qui existe avec des élèves ambassadeurs, parce que il y a aussi un moment, parfois parler à un adulte, ça peut être difficile. Mais parler à un camarade de classe, bon, il y a ceux qui harcèlent, mais il n'y a pas tous, il y en a qui ne sont pas forcément harceleurs, et pouvoir s'ouvrir à eux, et qu'il y en a justement un jeune lui aussi qui sera formé à ne pas juger la parole de son camarade de classe, et pouvoir dire, oh là, et lui, se faire le relais auprès des adultes en disant, j'ai accueilli une parole, il y a quelque chose qui ne va pas pour tel ou tel élève, il faut pouvoir l'aider. C'est tout ce dispositif que moi j'ai pu visiter. Je l'ai visité parce que même les lycées sont labellisés maintenant. Alors il faut qu'ils forment les enseignants, enfin tous les personnels. Il faut qu'ils aient un certain nombre d'élèves ambassadeurs. Aujourd'hui, on a à peu près 12 élèves ambassadeurs par collège ou lycée aujourd'hui. C'est un début. L'objectif, c'est d'en avoir au moins un par classe. Minimum, ça serait vraiment bien. On a des équipes dédiées dans chaque établissement qui sont vraiment formées, parce qu'encore une fois, il y a des cas très 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 lourd à gérer. Psychologiquement, ça peut être hyper difficile. Ensuite, il y a des événements à faire parce qu'il faut sensibiliser. Parce qu'on a beaucoup parlé du pas de vague. Pas de vague, on est en train petit à petit de bien avancer là-dessus. Mais il faut aller de l'étape d'après. L'étape d'après, c'est pas de faiblesse. C'est quoi pas de vague ? Le pas de vague, c'est dire, il y a certains moments où ça va... Ça va aller. On va ranger ça entre nous. En fait, c'est ça. Voilà, on va ranger ça entre nous. Il ne faudrait pas non plus qu'on sache. Pour peu que l'établissement soit déjà un peu difficile, on va en rajouter une couche. Oui, ça c'est pas possible. Une fois dans un établissement, il y avait un élève qui avait ramené un 1144 et ils ont fait un signalement comme pistolet d'alarme pour justement. Alors, Madame la ministre, je peux vous appeler Madame la ministre, je suis ravie. L'autorité des enseignants est-elle suffisamment protégée pour garantir un climat scolaire apaisé, à votre avis? Et si vous pouvez nous répondre juste après cette petite pause sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct pour parler du harcèlement scolaire après le suicide de la jeune fille Camélia, à qui on pense très fort, à elle, à sa famille, à ceux qui restent aujourd'hui.
Et on pense même, je vais vous dire, moi j'ai une pensée aussi pour ces jeunes qui harcèlent sans des fois s'en rendre compte, parce qu'à 16-17 ans, et je le dis, on a tous été des fois un peu, pardon du terme, mais je peux le dire à l'antenne, on a tous des fois été un peu cons. On a pu faire des conneries sans s'en rendre compte forcément. Des fois, certains ont plus de sensibilité que d'autres. Peut-être accompagner aussi ces jeunes gens-là qui aujourd'hui vont porter un fardeau à vie. Est-ce qu'elles auront les épaules pour supporter ça? Parce que c'est dur. En fait, c'est une situation qui est dramatique pour tout le monde. Je veux dire, alors bien sûr, la petite Camélia, c'est évidemment la pire des choses qui puissent arriver, mais c'est pour ça qu'il faut lutter encore plus pour le harcèlement scolaire, parce que il y a trop d'enjeux pour plein de monde. C'est-à-dire, il y a la petite Camélia, il y a sa famille, il y a ses parents, il y a ces gamines qui ont peut-être 16-17 ans. Est-ce qu'elles ont gâché leur vie? Enfin, je leur souhaite pas, mais en vrai, faut vivre avec ça maintenant. Donc, c'est très, très difficile. Soit tu le dis ça avec ta bienveillance, mais rappelez-vous de l'affaire Lindsay. L'affaire Lindsay, donc elle s'est suicidée par pendaison, voilà. Et en fait, une fois que ces harceleurs ont découvert qu'elle était morte, ils ont continué à harceler sa meilleure amie, en fait. Donc ça ne s'est pas du tout arrêté. Oui, mais là tu rentres dans des cas qui sont, tu sais, moi je différencie ceux qui ont un vrai problème de comportement, et tu sais que vraiment, je l'ai vécu. Donc, mais tu vois, moi quand j'étais au tribunal devant mes harceleurs, parce que j'ai quand même fait 3 mois de tribunal à voir mes harceleurs défiler les uns après les autres et à les écouter sur comment ils étaient tous. Les 3 quarts te disent j'ai fait ça parce que j'étais mal dans ma peau. Déjà, il faut savoir que le prétexte du harcèlement, c'est la personne qui est mal dans sa peau. Harcelés parfois peut-être eux-mêmes avant. Peut-être. Ouais. Il y en a 2. Sans les excuser. Il y en a 2 dans toute la masse pour qui j'ai pleuré. J'ai pleuré pour eux, pour mes harceleurs. Non, mais je me rappelle qu'ils étaient. Parce non, mais je m'en rappelle. Un qui nous a raconté que sa mère s'est suicidée, sa mère a été tuée par son beau-père, son beau-père en prison s'est suicidé, il le battait. Et quand j'entendais ça, je me disais, j'ai presque envie de retirer ma plainte, enfin tu vois, parce que j'avais peine pour lui, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en avait quelques-uns aussi, Mag. Non, il y en avait beaucoup, des tordus, tu veux dire. Ouais, voilà, franchement, on est d'accord, mais là il faut des soins obligatoires, voilà. Il faut des soins psychiatriques obligatoires, il faut encadrer, mais moi j'ai eu affaire à des gens de 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. On était hyper étonnés des profils. Hein. Tu vois, j'ai pas eu, moi, contrairement à ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux, où on vous dit ce sont des gamins qui vous harcèlent. Et ben je peux vous garantir que sur les 34 personnes condamnées, et les 2 qui vont être jugés vendredi en plus, parce que j'en ai 2 de plus qui vont être jugés vendredi, ce ne sont que des adultes entre 25 et 50 ans. Donc les enfants sont beaucoup moins, je pense, dangereux finalement que les adultes eux-mêmes. Puis ils étaient insérés, c'était quand même des gens qui avaient un boulot. Ah non, mais complètement, c'est rien à voir. Là, dans l'histoire de l'affaire Camélia, là, pareil, c'est les adultes les plus dangereux, parce que le proviseur, au final, il fait rien. Enfin, les profs, ils font rien, il se passe rien à l'école. Sur ça, en fait, c'est ça qui est dramatique. Ça, on ne sait pas, si je peux me permettre juste d'intervenir, on ne sait pas. Il y a une enquête interne au conditionnel, mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une jeune fille, forcément en grande souffrance, qui a reçu un message du monde adulte qui a aggravé sa souffrance. C'est ça. Donc je ne sais pas quelle était. Et c'est là qu'en tant qu'adulte, on doit vraiment réfléchir. Vraiment, quand on a l'expression tourner sa langue cette fois dans sa bouche et réfléchir avant de parler, c'est super important. Je ne sais pas ce qui a été dit, l'enquête le dira, mais en tout cas, elle l'a reçu comme quelque chose qui ne faisait que aggraver sa souffrance. Et je pense que ça doit nous interpeller tous. Je pense aussi aux professeurs qui peut-être n'ont pas vu la souffrance de Camélia, parce qu'ils l'avaient dans leur classe, prof de maths, français, etc. Ils l'ont vu dans leur classe, ils n'ont pas vu sa souffrance, qui devait peut-être s'exprimer peut-être par une chute du niveau scolaire, par un désintérêt, peut-être par des retards, peut-être par des absences, je ne sais pas, l'enquête le dira. Et je pense aussi à ces professeurs qui doivent aujourd'hui être en souffrance eux-mêmes de ne pas avoir vu, culpabilité, de ne pas avoir peut-être réagi suffisamment vite. Donc encore une fois, comme adulte, il faut se dire que des petits signaux peuvent être des grandes souffrances. Et donc il faut vraiment être sensible et recevoir tout. Mais est-ce que vous pensez, du coup, pour en revenir à la question que je vous ai posée avant cette petite pause, est-ce que l'autorité aujourd'hui des enseignants est suffisamment protégée pour garantir un climat scolaire apaisé ? Alors là, le sujet de l'autorité, moi j'ai fait un colloque il y a quelques jours sur l'autorité de l'école en tant qu'institution et l'autorité à l'école. C'est 2 notions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Il y avait plein de chercheurs, d'enseignants, de tout le monde de l'école était là, des parents, des élèves aussi qui étaient là pour en parler. Et en fait, on se rend compte, il y a plusieurs choses. 3 choses pour être très simple, très courte. D'abord, il faudrait que les règlements des établissements soient les mêmes sur toute la France, que ça ait un cadre clair. Tout le monde a le même. Aujourd'hui, si je grille un feu rouge là ici à Boulogne ou que je le grille à Bourges, à Bourg-en-Bresse, j'ai la même sanction. Il faut que dans les écoles, ce soit pareil.
pareil partout. On a le même règlement, on ne déroge pas à ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment prévoir non seulement des sanctions, des punitions qui soient clairement établies, mais également qu'on ait une récompense des comportements positifs. Et ça, aujourd'hui, c'est tout bête, mais les remises de prix, les récompenses, et ça peut être des récompenses pas seulement sur des résultats de maths, de français, mais ça peut être sur un comportement, un élève qui en a beaucoup aidé d'autres, un élève qui a fait du soutien pour un autre, un élève qui a peut-être dénoncé un fait de harcèlement. Vraiment valoriser les comportements positifs. On a des témoignages de profs qui nous disent c'est incroyable comme ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà déjà 2 pistes qui sont importantes. Et puis par ailleurs, quand on a une sortie de route dans un établissement scolaire, ce que j'appelle une sortie de route, un comportement qui ne va pas, qu'il soit systématiquement sanctionné. Et là, on avait un conseiller principal d'éducation qui a témoigné, qui nous a dit moi, c'est ce que j'ai mis en place dans mon établissement depuis un peu plus d'1 an. Eh bien, j'ai divisé pratiquement par 2 le nombre d'exclusions de mon collège. Donc ça marche. Donc on voit bien un règlement pour tout le monde, des sanctions, des sorties de route systématiquement reprises et une bienveillance, une récompense pour les comportements positifs. Voilà un peu un arsenal qui en plus a été complètement établi par la science et qui permet d'avancer. Ça permet que l'école retrouve son autorité institutionnelle et que les parents se disent j'ai confiance quand je mets mes enfants à l'école, c'est une institution que je respecte, c'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et ensuite, ça permet également que peut-être à un moment on soit fier de ses professeurs, que les professeurs se soient soutenus par des règlements, par des méthodes, par des protocoles, et puis récompensés par un comportement d'élève qui s'améliore. Donc c'est tout ça l'autorité de l'école et à l'école, et on a aujourd'hui les preuves qu'on a des protocoles qui peuvent fonctionner. Mathias. Il y a une question sur les réseaux, c'est est-ce qu'il n'est pas temps de mettre 2 ou 3 psychologues par école ? Alors ça c'est une bonne question. Oh là là, j'adore cette question. On a absolument pas assez de psychologues, pas du tout, du tout. Et on sait bien que pour le moment, si on veut un psychologue, même 2 ou 3 par école, en fonction du nombre d'élèves, ce serait le rêve. Mais on n'y est pas, on les a même pas. On a même pas, ils sont même pas assez nombreux en France pour le faire. Donc en revanche, on a mis en place depuis 2022 et précisément depuis 2022-2024, peu importe l'année. En tout cas, aujourd'hui, chaque élève, chaque enfant à partir de l'âge de 3 ans a droit à 12 consultations de psychologues par an prises en charge par l'assurance maladie. 12, une par mois. C'est chaque élève. Dans des CMP ou n'importe quel cabinet ? N'importe quel psychologue installé en ville en tant que psychologue peut accueillir, et il y a une consultation équivalent une par mois, en gros, et par élève à partir de l'âge de 3 ans. C'est dire aussi que les faits de harcèlement, les faits de troubles du comportement, c'est tout petit que ça commence. Pour un enfant, pour un jeune harcelé, ça peut être, il peut avoir peur ou avoir honte de se dire il faut que je prenne rendez-vous chez le psychologue plutôt que d'en avoir un directement à l'école, parce que t'en as, ils ont peur de parler. Que si c'est directement sur place, ils se disent je vais toquer à la porte, je le dis maintenant. Que là, ça veut dire faut en parler aux parents, et il y en a, moi je connais, j'ai mes cousins et mes cousines qui sont à l'école et ils disent des fois on a peur de parler parce qu'on a honte, et comme il se passe là dans plein de cas de harcèlement à l'école, c'est que les profs ils leur disent bah tu sais quoi, je vais pas te mettre dans son cours à lui, tu changeras de cours. Mais c'est pas à lui de changer de cours. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Jamais. Mais ça, c'est comme pour les violences conjugales, c'est toujours la femme et les enfants qui doivent partir du domicile et l'homme violent qui reste. Mais par exemple, des infirmières scolaires, s'il y en avait plus. On n'en a que 10 000. Voilà. Et donc, par exemple, ça peut remplacer. Ça peut être l'infirmière, mais c'est pour ça. Le psychologue. C'est une très bonne remarque. On n'en a pas assez. C'est clair, on n'en a pas assez. On en rêverait. Moi, j'en rêverais. Et je vais dire un truc pas politiquement correct, mais je m'en fiche, je le dis. On a beaucoup de psychologues scolaires qui sont très concentrés parce qu'on leur demande dans leur mission de s'occuper de l'orientation des élèves. Je voudrais juste qu'ils s'occupent de leur santé mentale. Ça serait déjà un bon pas. Bon, voilà, j'ai fermé ma parenthèse politiquement pas correcte. Mais par ailleurs, on sent que le jeune, il faut qu'il ait à un moment un adulte qui accueille sa parole. Alors, ça peut être un psychologue scolaire s'il y en a un, ça peut être une infirmière scolaire, ça peut être un médecin scolaire, on n'en a que 1000, enfin ça peut exister parfois, par chance. Dans certains établissements, ça peut être un prof, et c'est là qu'on a la notion de référent harcèlement, qui dans chaque établissement, il y en a au moins, où il y a une équipe d'au moins 5 personnes, c'est le minimum pour pouvoir être justement capable d'accueillir cette parole, parce qu'on n'a pas toujours tous les personnels. Après, eux, ils peuvent dire bah tiens, voilà l'adresse d'un psychologue, est-ce que tu sais que, étape, etc. Voilà, ça peut être une étape pour l'orienter après s'il en a besoin. Il faut le rassurer, surtout redire, si tu te sens vraiment mal en souffrance, 30-18, c'est la première chose à faire. Madame la ministre, vous qui étiez au ministère de l'Éducation nationale, sans langue de bois, non. Et pas politiquement correct, pareil, moi j'aime votre franchise, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement, que le ministère de l'Éducation nationale est responsable de ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le ministre aujourd'hui en poste, et est-ce que Elisabeth Borne a fait ce qu'il fallait? Est-ce que le ministre en place aujourd'hui est suffisamment compétent pour être au poste qu'il exerce aujourd'hui?
Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui du gouvernement pour en arriver à ça, pour en arriver à tant de détresse chez nos jeunes, pour en arriver à des profs qui tiennent plus debout, qui sont en dépression, pour en arriver à des profs qui se font plus respecter, qui se font taper dessus, des élèves qui sont en dépression, qui peuvent plus étudier, qui se suicident? Est-ce qu'aujourd'hui le problème, c'est pas le gouvernement? C'est pas ceux qui nous dirigent? Est-ce que c'est pas... Et je sais que c'est compliqué pour vous de répondre parce que vous étiez ministre, mais franchement, il n'y a pas un truc à faire là, une remise en question à faire complète? Alors, là, vous abordez un sujet que j'adore et que je traite, moi, sur lequel je travaille beaucoup. C'est toute une histoire. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas juste hier, c'est pas juste l'année dernière, c'est toute une histoire qui est très ancienne que moi je mettrais à peu près au début des années 70 à peu près. C'est là qu'il y a une bascule dans le fonctionnement. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, je vais pas saouler tout le monde avec ça, mais c'est à peu près à cette époque-là que ça a commencé à basculer. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop d'enseignants qui se retrouvent dans des situations de se sentir pas assez soutenus, pas assez considérés. Et vous avez une maison... Bon, je vais pas être politiquement correcte encore. Non, attends, mais on adore. Mais en fait, vous avez une maison qui fonctionne en silo. C'est-à-dire que vous avez le prof de lycée qui parle pas au prof de collège, qui parle pas au prof de classe primaire, qui parle pas au prof de maternelle. Je caricature un peu, mais je suis pas très loin. Vous n'êtes pas très loin de la vérité, hein, parce qu'on a même le prof titulaire qui parle pas au prof contractuel au sein d'un même établissement. Donc, c'est vous qui l'avez dit, mais je suis d'accord. Ça, je peux vous et ensuite, il y a le silo des conseillers principaux d'éducation, le silo du médico-social. Moi, j'ai été médecin de PMI. En PMI, on fait les bilans de santé scolaire des enfants de première année, protection maternelle infantile, pardonnez-moi, qui est un système de santé scolaire pour l'enfant de 0 à 6 ans, gratuit, ouvert à tout le monde, et on y fait aussi de l'accueil des femmes enceintes, des suivis de grossesse, etc. Obligatoire après la grossesse d'y aller. Voilà. Et donc on fait les bilans de santé des enfants de moins de 3 ans, première année de maternelle. On dépiste les maltraitances, les problèmes sensoriels, les déficits visuels, auditifs, etc., les troubles du langage, du comportement. Moi, je faisais ça, j'allais dans plein d'écoles maternelles. Dans mon département, eh bien, quand j'allais faire ces visites, j'avais 0 contact avec l'enseignant. Donc, si je voulais faire le lien en disant, au fait, comment ça va, l'élève machin, l'élève truc, comment il se comporte et tout, 0. J'avais pas de contact, parce qu'il faudrait quand même pas se parler, s'abaisser à se parler. Je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais ça va pas. Donc, c'est une maison qui fonctionne en silo et qui souffre terriblement de ça, parce que chacun dans son silo, en fait, est en souffrance. Les chefs d'établissement sont en souffrance, les professeurs sont en souffrance, le monde médico-social est en souffrance, et les inspecteurs sont en souffrance. Chacun a perdu du sens à sa mission, alors qu'en revanche, et je veux vraiment le souligner, parmi tous ces personnels-là, vous avez des pépites, des gens qui ont vraiment encore la passion. Moi, j'avais dit quand j'avais quitté le ministère, il y a encore des gens passionnés qui ont envie de faire réussir cette maison, mais l'élastique, on a tellement tiré sur leur mission, sur ce qu'ils doivent faire, c'est comme un élastique, là, on tire dessus. Si on tire un coup de plus, ça va lâcher. Mais donc, c'est là que l'institution, quand même, se remet en question, réfléchit. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, et là, ça rentrerait vraiment plus dans le cadre d'un programme présidentiel que de pense pas à mettre sur les jambes de bois en ce moment. Vraiment, pour aller plus loin, hein, déjà, moi je le dis, hein, c'est le ministère où tu es le plus mal payé, des très mauvais payeurs. Hein. Moi, je suis restée 3 mois sans salaire. Hein. Donc, si tu veux, 3 mois sans salaire, c'est quand même bien compliqué. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Droit de retrait, hein, t'envoies un mail. Tu dis, écoutez, moi, tant que j'ai pas mon salaire de versé, je retourne pas travailler. Donc, mais ce qui est normal, mais ça veut dire que moi qui étais prof de lettres modernes, j'avais des élèves qui avaient pas de prof. Donc, il fallait aussi que je pense à eux. Donc, voilà, il y a énormément de concurrence entre les professeurs, on sait même pas pourquoi. C'est vraiment un environnement de travail qui est passionné et passionnel et toxique. Pour vous, c'est le président de la République qui est responsable, plus que le ministre? Vous dites que c'est un système tout entier, c'est une institution tout entière. C'est les rectorats. C'est toute une institution, parce que pour le coup, vous savez, quand on est ministre, on est là pour faire des arbitrages. On nous présente des solutions, des propositions, il faut qu'on fasse un choix et qu'on arbitre. Par exemple, l'année dernière, quand j'ai mis en place ce programme EVAR, en primaire et maternelle, EVARS pour le secondaire, et qui permet justement... C'est un programme qui permet de découvrir l'empathie, de découvrir l'autre, de découvrir sa différence, de découvrir la manière dont on doit se comporter, dont on doit recevoir la parole de l'autre, on doit lutter contre le harcèlement, on doit favoriser l'égalité filles-garçons. Voilà, ce programme, je l'ai arbitré, j'ai beaucoup de gens contre moi. Oh, les gens qui voulaient ne pas le publier, j'en ai eu des tonnes. Et j'ai dit non, j'ai arbitré. Un ministre, il est là pour ça. Après, il faut qu'on lui remonte les bons faits. Le harcèlement, ça a pris du temps, mais ça y est, on est dedans. Il faut saluer tout le travail de Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation et Premier ministre. Je veux quand même le défendre parce qu'il a fait beaucoup. Il a même une fondation maintenant, Faire Face, pour lutter contre le harcèlement. Et c'est à travers ça qu'on y arrivera. Sur ses réseaux sociaux, Gabriel Attal, vous pouvez aller voir un post Instagram où il a donné des solutions, où il a donné des consignes. Il a dit tant que vous n'appliquerez pas ça, tant qu'il n'y aura pas ça, il a listé point par point. On en parle juste après cette petite pause. Mathias, tu peux nous rappeler le numéro de téléphone? C'est le 3018.
Pour toutes les personnes qui sont harcelées, vous pouvez contacter le 3018. N'hésitez pas pour vous décharger mentalement, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, et on revient tout de suite après cette pause sur Sud Radio pour parler justement des recommandations de Gabriel Attal. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France, pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46, nous sommes en direct pour parler du harcèlement scolaire suite au suicide de la petite Camélia, qui on pense très fort à sa famille, à elle et à tous ses proches. On voulait revenir sur le post de Gabriel Attal, effectivement, qu'il a fait, je crois hier ou avant-hier, je sais plus. Sur Instagram. Sur Instagram, je vais regarder tout de suite, pardonnez-moi, je suis en direct. Mais je trouvais ça très pertinent. Gabriel Attal très engagé sur la cause de l'harcèlement scolaire. Depuis des années, Camélia a été victime donc, de harcèlement de la part des deux autres filles de sa classe. Et il nous dit, hop... voilà, ministre de l'Éducation nationale. Donc il a interpellé directement le ministre de l'Éducation nationale. Il lui dit qu'il avait exigé et mené un véritable électrochoc pour faire reculer le fléau. Des nouvelles règles, c'est au harceleur et non plus à la victime, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de changer d'établissement. La généralisation du programme phare, le questionnaire annuel pour détecter les situations de harcèlement du CE2 à la fin du lycée. Très important. La création d'une brigade anti-harcèlement dans chaque académie. La généralisation des cours d'empathie pour apprendre aux élèves à respecter les différences. Et ce qu'on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure, à ces deux jeunes filles qui finalement se sont peut-être gâché leur vie à avoir fait ça, alors que si elles avaient été sensibilisées, avoir un peu plus d'empathie, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là non plus. On vit dans un monde où on donne des cours d'empathie. Ouais, mais c'est malheureux, mais c'est ça. Le renforcement des moyens alloués au 30-18. Est-ce que toutes ces demandes de Gabriel Attal, pourquoi moi j'ai envie de vous poser une question, Madame la Ministre, pourquoi on a des gens comme Gabriel Attal qui donnent une liste parfaite qui pourrait sauver des vies? Pourquoi aujourd'hui en France on a tant de mal à mettre les choses en place? Pourquoi c'est si compliqué alors qu'il y a quand même des moyens, comme disait Jade tout à l'heure, et vous nous confirmerez, je crois que le budget sur entre 30 et 40 millions de l'harcèlement de l'harcèlement scolaire, c'est 30 millions d'euros, c'est ça? Tu dis par an? 30 à 40 millions d'euros. C'est ça? Oui, à peu près. Comment, avec 30 millions d'euros, on n'arrive pas à faire ce que demande Gabriel Attal pour sauver des vies? Non, là, je veux apporter un petit correctif. Aujourd'hui, on a 97% de nos établissements qui ont les équipes systématiquement, une équipe anti-harcèlement. On en a une par académie. Dans chaque académie, donc dans chaque, pratiquement, c'est pas tout à fait un département, mais à peu près dans chaque académie, il y a une équipe de minimum 5 personnes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en pratique, s'il y a un cas de harcèlement, en interne, on n'arrive pas avec le protocole phare à résoudre, auquel on ne peut pas répondre convenablement, le proviseur, le chef d'établissement, le principal peut appeler cette équipe qui vient dans l'établissement reprendre entièrement la situation pour essayer de la démêler, de voir comment on peut avancer. Avec les protocoles phares tels qu'ils sont, avec les ambassadeurs qui sont les élèves, les référents anti-harcèlement qui sont dans chaque établissement, les professeurs, à peu près la moitié sont formés, professeurs, CPE, enfin tout le monde, tous les acteurs de l'école. Avec tout ça, on arrive à résoudre 80% des cas. Il en reste 20%. C'est 20% de trop, évidemment. Donc ça prend du temps, je le regrette parce que voilà le temps que ça prend. Est-ce qu'on arrivera à 100% de cas résolus et qu'on fasse... Je crois que, hélas, le comportement humain fait que le harcèlement, il existera toujours plus ou moins. Ça veut dire que la vigilance qu'il faut avoir, les protocoles qu'on met en place, les dispositifs, les formations dont on parle, ça sera à vie. Il ne faudra jamais relâcher la pression, jamais relâcher la vigilance et jamais avoir de faiblesse face à ça. Jamais, jamais, jamais. Ça prendra du temps, mais ça sera toute la vie. Et après, quand ils ne seront plus à l'école, il ne faut pas croire que dans le monde du travail, c'est un monde d'anges. On peut retrouver à nouveau la même chose. Il y a une jeune femme qui vient de se suicider, j'ai vu ça passer tout à l'heure aussi sur les réseaux sociaux, je crois une jeune femme de 30 ans ou très jeune, je ne veux pas dire de bêtises, qui s'est suicidée pareil parce qu'elle avait subi du harcèlement dans le cadre de son travail et elle n'a pas tenu le choc. Enfin, on pourrait dire que le programme phare, je ne sais pas s'il existe la même chose dans le monde du travail, mais il peut peut-être inspirer d'autres organisations comme le monde du travail. Et vous pensez que les cours d'empathie, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place? Je vais vous dire, je me suis trouvée un moment dans un établissement qui était face à un prof qui avait été agressé. Et les profs, voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, vous savez, aujourd'hui, nos élèves, en fait, ils ne savent plus lire notre visage. Et donc, quand on leur dit une phrase aussi bête que « sortez vos affaires », parfois, certains prennent cette phrase sur un ton très neutre pour une phrase hyper agressive.
Je suis sortie de là en me disant, au cours Évar ou d'empathie qu'on met en place, j'aimerais bien, en école maternelle, chez les tout petits déjà, rajouter quelques notions de langage des signes. Quand vous signez, vous êtes obligé de regarder la personne, de voir le mouvement de ses lèvres, de ses mains, de ses grimaces, vous êtes obligé. Et je me suis dit, est-ce qu'à travers ça, on ne pourrait pas sensibiliser dès le plus jeune âge? Quand tu parles, regarde celui qui te parle, essaye de comprendre. Oui, les cours d'empathie, ça me surprend, parce que moi, c'était pas de ma génération. Peut-être qu'il y avait plus de harcèlement à mon époque, j'en sais rien. On n'en parlait pas. Il y a une augmentation quand même, c'est 300% de suffisent en plus. Et c'est 700 000, et entre 700 000 et 1 million d'élèves qui se disent avoir été harcelés. D'où l'importance du questionnaire annuel. Très important pour dépister. Ouais, quelque chose que je ne comprends pas, ça veut dire qu'il y a, par école, il y a une équipe de 5 personnes, c'est ça. Mais si l'élève a peur d'aller les voir, est-ce que ces 5 personnes, elles passent classe par classe toutes les semaines en disant, voilà, on est là, si vous avez besoin de parler, on est là pour parler? Parce que les élèves, peut-être que ça va les aider à aller libérer la parole à ce moment-là. Parce que s'ils sont juste là, dans leur salle, et les élèves, ils ont peur d'y aller, personne ne va être au courant. Ou d'être moqués parce qu'ils y vont aussi, parce que tout le monde le voit dans le couloir. Ils sont dans un monde idéal, et je veux croire que dans beaucoup d'établissements, en tout cas tous ceux qui sont labellisés, et la plupart maintenant c'est le cas, ils ont à un moment une information dès le début de l'année qui leur dit la personne que vous pouvez aller voir si vous êtes harcelé, c'est monsieur machin, madame. C'est une fois dans l'année. Déjà en début d'année, il faut déjà poser le décor. Oui, c'est important. Ça, c'est super important. Ça devrait être une fois par semaine. Donc, avec ce qui se passe, parce qu'après ça va être encore une qui va se suicider, encore une autre, encore une autre. Après, les heures de vie de classe. Après, il y a les délégués de classe, il y a les ambassadeurs par classe. Ils ont peut-être peur de parler aux délégués aussi. La cooptation entre pairs. Les ambassadeurs. Vraiment, j'ai vu, alors pour le coup, je peux me tromper, j'ai vu des établissements dans lesquels, avec les ambassadeurs, ce que je leur ai demandé, je leur ai dit, mais est-ce que vraiment tes camarades, ils viennent vraiment te voir? Il y a vraiment une confiance qui est établie parce qu'ils savent qu'ils ont été formés, ils savent qu'avec eux, c'est pas forcément le délégué de classe d'ailleurs, l'ambassadeur. Non, je parlais des heures de vie de classe. Après, il y a les heures de vie de classe. Les professeurs principaux, on les a. Et ça dépend comment le professeur l'anime. On peut, en tout cas, on est censé pouvoir le faire à ce moment-là aussi. C'est très personnel. Moi, ce que j'avais mis en place, c'était une boîte anonyme dans laquelle ils pouvaient mettre des petits papiers. Et le questionnaire annuel, hyper important ce questionnaire, parce qu'on décèle beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour une dernière question, que notre système d'éducation nationale est à la hauteur aujourd'hui de notre société? Alors là, je vais être franche. Ben non. Aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. Il y a des élèves qui sont super bien formés, d'autres beaucoup moins. On sait qu'il y a une inégalité sociale majeure, que l'égalité des chances, elle n'est pas là aujourd'hui. C'est pas un système à la hauteur. Je le regrette infiniment, mais c'est la réalité et c'est pour ça qu'il va falloir travailler. Moi, je pense que c'est uniquement dans le cadre d'un programme présidentiel maintenant. Et il y a moi, j'ai appelé ça un sursaut. Moi, je fais des colloques à l'Assemblée qui s'intitulent le sursaut parce que là, les gars, là, il va falloir se réveiller. Là, vous voulez pas y retourner au ministère? Ah, j'adorerais. Parce que c'est une très belle maison. C'est une très belle maison. Et tous ceux qui m'ont dit, quand j'y suis allée, ouais, tu vas voir, c'est impossible, on n'arrive à rien, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a suffisamment d'énergie et de très bonne volonté pour qu'on puisse faire de très belles choses. Non, mais surtout que... Petit message au président Emmanuel Macron, si vous nous entendez. Quand on voit les ministres Votre ministre souhaite revenir, elle n'a pas eu le temps de montrer ce qu'elle voulait faire. C'est ça, en fait. Il y a un turnover énorme au ministère de l'Éducation nationale. Alors que quand vous êtes là-bas, comment on peut voir l'effet? D'abord, il faut être hyper humble, parce que je prends une mesure demain matin. Quand est-ce que j'enverrai le résultat? C'est sur la scolarité d'un jeune. 3 ans jusqu'à 15 ans. Donc on a le temps de voir. Donc c'est pas moi qui verrai le résultat. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats pour les jeunes. Donc que ça soit pas moi qui en porte les fruits, moi ça m'est complètement égal. Et donc il faut une certaine forme de continuité et aussi assurer comme ministre que j'y resterai pas 15 ans, ça c'est certain. Donc en tout cas, quand je mettrai en place des mesures, la lutte contre le harcèlement, et je veux voir une amélioration de l'autorité de l'école et à l'école qui fait qu'il y ait moins d'exclusion et qu'il y ait plus d'élèves qui améliorent leur comportement. Mais ça c'est sur le temps long. Ça prend du temps. C'est Elisabeth Borne qui vous a succédé? Oui. Ah bah dis donc, oui. Alors, ça va, on avait eu Blanquer avant. Les questions Flash and Cash, c'est tout de suite sur Sud Radio. Les questions Flash et Cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Jade, elle a dit enfin. Alors, des questions simples, rapides et efficaces. Réponse courte, simple, rapide et efficace. Anne Gente, faut-il boycotter la Coupe du Monde 2026 si Donald Trump annexe le Groenland? Alors d'abord, on va la gagner, la Coupe du Monde 2026, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, le Groenland ne sera pas annexé. Okay. Jade Serrano, à Paris, une librairie perquisitionnée après avoir mis en vente un livre pour enfants controversé sur la Palestine. Qui est en tort pour vous, la librairie ou l'éditeur? L'éditeur.
Anne Gente, en France, pour la première fois depuis très longtemps, la natalité est en baisse. Faut-il mettre en place une politique pour le retour de la natalité ? Un ministère du sexe. Il faut juste se poser la bonne question. Pourquoi on fait plus d'enfants ? Et quand on aura la réponse, on saura mettre en place une bonne politique. Elle a vraiment réponse à tout. Don de gamètes, faire des campagnes de dons de gamètes. Il n'y a pas que ça. Enfin, je vous dis, je suis en parcours de PMA, on galère pour trouver du sperme. Ça c'est un vrai sujet. Mais à côté de ça, à mon nom, je suis très fière. Pourquoi j'ai envie de faire des enfants ou pas ? Et voilà. Donc pourquoi il y a des gens qui font plus d'enfants ? Est-ce que c'est pas parce que l'avenir leur fait peur ? Est-ce que c'est pas parce que ça coûte trop cher ? Est-ce que c'est pas parce que ça a toujours coûté cher ? Il y a beaucoup. Aujourd'hui c'est bien pire. Ouais. Donc voilà. Est-ce que j'ai envie qu'il ait la même égalité des chances que celle que j'ai eue qui n'était pas là ? Voilà. Jade Serrano, en France, 4% des personnes âgées de 18 à 64 ans sont en situation d'illettrisme. Pensez-vous que l'école et la lecture est délaissée par les Français ? Oui, il y a un vrai problème de formation, pas des enseignants, mais en tout cas de façon d'inculquer la lecture. Et moi, je me rends compte, quand on les avait en 6e, déjà, ils savaient déjà pas lire. Donc, on s'est demandé comment ils étaient passés de classe en classe en élémentaire. Anne Gente, dans quelques semaines, on a les élections municipales. Pensez-vous que les députés ou ministres qui vont être élus doivent démissionner ? De toute façon, la règle est très claire. Quand on est, alors ça dépend. Si on devient maire, on ne peut plus être député. Ça, c'est la loi. En revanche, quand on est juste conseiller municipal, moi, c'est mon cas. Moi, je suis conseillère municipale aussi. On n'est pas obligé de démissionner. Et c'est hyper intéressant. Conseillère municipale, j'apprends plein de choses sur le terrain. Je suis dans un petit village de 200 personnes en pleine campagne. Pour moi qui suis une citadine, qu'est-ce que j'ai pris comme claque ? Ça m'a appris beaucoup de choses. J'imagine. Alors merci à vous, merci Anne Gente de nous avoir fait cet honneur d'être avec nous ce soir. Ancienne ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui députée des Français hors de France. Et Jade Serrano, journaliste, écrivain, auteur, autrice, réalisatrice, médiatrice, psychologue, tout quoi. Copine de Magali Bernard. Et Jacques Plessis, on lui fait des bisous. Et à Jean-Marie Bordry, qui ce soir allait voir, il allait voir le Roi Lion au théâtre Mogador. Jean-Marie. Alors, Mathias, merci beaucoup. Tu nous rappelles le 30-18 ? C'est le 30-18, c'est le numéro pour le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire, c'est important. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio et tout de suite vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Plessis, notre star incontournable, et son invitée, l'actrice et chanteuse française Béatrice Constantini. À tout de suite sur Sud Radio et en ce qui me concerne à demain. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h.